Et bonsoir Jean. Bonsoir, pas pris la surprise. J'étais en train de griffonner sur du papier. Non, on va le faire vraiment. Et bonsoir Jean. Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Taisez-vous. Voilà, on est très contents aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Oui, parce qu'on enregistre beaucoup à l'avance. C'est-à-dire que beaucoup trop à l'avance. on est le 3 juin. Voilà, 3 juin et nous diffusons le 10 novembre. Ouais. Voilà. Yes. Salut. Comment ça va Ouais, dans on le prend de futur l'avance parce qu'on a des tafs à côté. Voilà, merde. On a pris beaucoup trop d'avance. Non, parce que moi cet été je vais pas beaucoup pouvoir enregistrer. Voilà, je vous dis ça maintenant, mais vous allez entendre avant. Donc, ça se trouve, on se sera engueulé d'ici là en plus. Ça se trouve, on sera séparés. Hein. Oh non. Non, J'ai plus de matos après. Je n'y crois pas. Tu te démerderas avec ton ordi. Donc voilà, aujourd'hui, épisode un peu particulier. On reçoit David Merlot avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir David. Et pourquoi c'est particulier ? Et pourquoi c'est un épisode particulier ? Alors, est-ce qu'on le dit maintenant ou est-ce qu'on le dit on au le dit directement. On reçoit David parce que du coup, tu étais étudiant thésard en économie et écologie et tu as arrêté ta thèse. Tout à fait. Voilà, donc on va parler un peu de tout ça. On voulait parler de ta thèse et du coup parler de surtout ton parcours et comment t'en es arrivé du coup à décider d'arrêter de faire cette thèse. Allons-y pour découvrir tout ça. Moi déjà ça m'intéresse beaucoup puisque je pense sans m'avancer que quand t'es thésard, à un moment donné dans ta thèse t'as envie d'arrêter. Mais ça je pense que c'est le cas de tout le monde sauf les fous. Non, je rigole, c'est pas vrai. non, mais c'est vrai, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils ont voulu arrêter au bout d'un moment, et moi, ça m'est arrivé aussi. Donc voilà, on va commencer peut-être par ton parcours. Moi, j'avais une première question avant de commencer. Ouais. Ça te fait quoi de te faire interviewer par le gamin qui t'attendait à l'arrêt de bus en terminale ? Ah, c'est toi ? Ah, c'est moi. Je me dis qu'il a bien grandi et que c'est rigolo, les hasards de la vie. J'y ai pensé parce que du coup, en partant ce matin, je suis passé justement là où on a entendu l'arrêt de bus et je me suis dit, mais c'est taré. Expliquez. Alors moi, à l'époque, j'étais en 6ème. Toi, t'étais en terminale. Et tous les matins, j'attendais le bus et je le voyais descendre du coup parce que sa maison était vraiment au pied de l'arrêt de bus. Ah. Et je voyais donc un mec immense, touffu, qui descendait, qui me disait bonjour. J'étais en mode putain, je suis popu. Ouais, c'est un terminal, wesh. Ouais, j'ai terminal qui me tape la discute. Donc voilà, c'est vrai que ça me fait beaucoup marrer de me dire que là aujourd'hui, ton frère est mon voisin, alors qu'avant c'était une forêt à côté de chez moi. Et que je t'interviewe dans le cadre de mon podcast. Je trouve ça génial. Du coup, comment t'en es venu à vouloir faire une thèse ? Alors moi j'ai fait mes études dans une école d'ingé à Nantes sur le thème de l'écologie, de l'environnement, et c'était vraiment le truc qui m'intéressait le plus. Et fin des études, moi je me suis dit j'ai bossé un peu dans l'éolien 6 mois et je me suis dit est-ce que ça me correspond vraiment ? Je chantais pas trop, du coup je me cherchais, je voyais tous mes potes qui prenaient leur premier boulot et je me disais je regardais ce qu'il y avait. Puis dans un coin de ma tête je me disais la thèse ça peut être sympa. Du coup, je regardais les sujets qui sortaient, je voyais des trucs hyper spécifiques et je me disais, est-ce que j'ai envie de passer 3 ans ou 4 ans que sur ce sujet ? Je me disais non. Et puis, je suis parti en road trip avec un pote aux États-Unis pendant 3 mois. Et là, à un moment, sorti d'un canyon, je me suis dit, ça y est, j'ai une idée. Je vais proposer ma thèse et j'avais un peu le sujet sur mieux comprendre pourquoi le système économique fonctionnait tel qu'il fonctionnait. Et qui pour moi me paraissait absurde par rapport aux enjeux environnementaux et écologiques. Et c'est toi qui as proposé un sujet de thèse en fait ? Ouais. D'accord. Du coup, j'ai contacté différentes écoles doctorales en France au début. Alors ça, je te coupe juste parce que ça c'est encore très nouveau, parce qu'on n'en a jamais... On n'a pas eu beaucoup, ouais. On a eu personne qui nous a dit, qui a proposé son propre sujet de thèse. Je crois qu'il y en a un qui l'a fait avec sa... Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Mais il n'a jamais eu une proposition totale, ouais. Sans encadrant, sans rien, genre t'as proposé un sujet à différentes écoles. J'ai proposé à différentes écoles, et sachant que du coup l'école avec laquelle j'ai fait mon doctorat, commencé mon doctorat, c'était l'école dans laquelle j'avais été élève. Okay. Du coup, c'est mes anciens profs qui ont dit il y a un intérêt par rapport à ça, et aussi il y avait aussi le côté novateur qui était à la croisée entre l'économie et l'écologie et qui était aussi stratégique parce que la thèse a été au final cofinancée par l'école d'ingénieurs et l'école de commerce. D'accord, ok. Ok. Et donc du coup,
C'était quoi le titre de ta thèse? Tu l'as peut-être plus, toi tu l'avais noté, non? Alors j'avais noté Si, un moi, truc, mais tu m'as dit que ça avait pas mal bougé. Il a changé au fur et à mesure de la thèse. Le premier, c'était vraiment sur comment intégrer les enjeux environnementaux et écologiques ou énergétiques dans les indicateurs de performance économique. Donc typiquement, le PIB et quels sont les autres indicateurs qu'on pourrait mesurer pour mieux naviguer. Okay. Et je pense qu'au bout d'1 an et demi, j'ai changé de sujet en voyant que ça, il y avait vraiment un aspect qui était beaucoup plus sociologique et politique, qui n'était pas forcément le bon angle d'attaque vu mon école doctorale. Et ça s'est plus transformé sur les scénarios de transition énergétique et leur faisabilité, leur désirabilité et les différentes implications que ça pouvait avoir. Au sein de la région, du coup, tu disais? Ouais, au sein de la région Pays de la Loire. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on parle d'abord un petit peu de ce sujet de thèse, si tu as envie d'en discuter, ou alors est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet? On peut en parler un petit peu quand même. On peut parler, c'est le but aussi, un peu de parler des sujets de thèse des gens. Donc, en quoi consiste... En quoi ça consiste de chercher tu parlais de PIB. Transition énergétique. Yes. Ce que j'en retiens vraiment qui était fondamental dans le début de la thèse, c'était de me rendre compte à quel point les prises de conscience écologique étaient beaucoup plus récentes, beaucoup plus antérieures que ce que je pensais. Okay. Au début, je me disais, bon, au final, peut-être qu'on s'en est rendu compte trop tard et que c'était plus un manque de savoir qui était là. Et j'avais l'impression que plus je remontais dans les écrits au fur et à mesure des années, en fait, j'avais l'impression que la conscience était déjà là. Et c'est là où j'ai plus basculé sur l'écologie politique, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui fait que, quand bien même on avait savoir, on a fait des choix collectifs qui nous ont amenés dans ce type de scénario. Ah ouais, d'accord. Donc tu as fait quand même de l'histoire, c'est de l'histoire contemporaine quand même, c'est pas non plus, ça remonte pas à des milliers d'années? Non, ça remonte pas. Quelques centaines peut-être? Non, même pas. Centaines, ouais, pour la révolution industrielle, ouais. Ok, ouais. Après, ça peut remonter à des dizaines de milliers d'années aussi avec le changement vers l'agriculture. Est-ce qu'on parlait vraiment d'écologie avant qu'on rentre dans les révolutions industrielles? Je pense pas d'écologie au sens propre de parler d'écologie, comme on en parle aujourd'hui, mais par contre d'avoir déjà des mouvements contestataires et qui expliquaient pourquoi c'était pas soutenable et pourquoi même eux, ils le désiraient pas, parce qu'il y avait aussi le côté... non-désir ou non-souhait de ça. Et que du coup, au final, je voyais que c'était déjà sous-jacent et pour moi, c'était vraiment une surprise. Ok. Du coup, c'est une thèse en sciences humaines et sociales, c'est pas une thèse en sciences naturelles? Ou c'est un peu des deux, j'ai l'impression? Justement, c'est un peu des deux. Ouais. Et même au début de mon inscription, ils hésitaient dans quelle école doctorale me mettre. Parce que tu as fait une école d'ingénieur avant, donc c'est vraiment sciences naturelles pour le coup? Ouais, c'était... in fine, j'ai été dans l'école doctorale de thermodynamique. Ok. Et au moment de l'inscription, au début, ils pensaient me mettre dans l'école doctorale de commerce où c'était gestion. Ah ouais, d'accord. Putain, la thermodynamie, je n'y ai jamais touché. N'y touche pas. On m'a toujours dit, n'y va pas, c'est dangereux. Et... Pardon, j'ai bugué. Et donc du coup, c'est ça, c'est que le fait que sur ton premier sujet, tu te rends compte que tu pars plus sur de la science, de la politique, tu t'es dit, est-ce que ça t'a bloqué parce que tu te dis, genre c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ou est-ce que c'est parce que tu t'es dit, ma thèse va changer et je préfère me concentrer sur l'écologie plutôt que de partir sur quelque chose de plus politique? C'est dans le sens où j'étais pas outillé à être capable de... Et puis au final, c'était quelque chose qui était beaucoup plus participatif et où j'aurais eu besoin de faire des enquêtes, d'interviewer des gens. Et en tout cas, c'était pas la démarche dans laquelle j'étais prêt à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, si je travaille tout seul sur un sujet, comment est-ce que je peux amener ça, en sachant que vraiment, si je voulais travailler tout seul sur les indicateurs alternatifs, c'était complètement, on va dire, autoritaire. Mais bon, c'est impossible de pouvoir comparer différentes choses qui sont dans des catégories complètement subjectives et de dire, moi j'ai la vérité, c'est juste... là, il y avait vraiment un besoin de débat et de participation pour lequel c'était pas le champ expérimental de la thèse. Ok. Et quand on arrive du coup sur les scénarios de transition énergétique, tu t'es concentré sur un type d'énergie en particulier ou pas du tout? Non, l'enjeu c'était de voir justement tous les types d'énergie et de voir les différents types de qualité aussi en fonction de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a les énergies primaires, il y a les énergies
finale qu'on va utiliser. Il y a différents types de carburants, que ce soit du charbon, que ce soit du pétrole, que ce soit du gaz, et chacun a ses spécificités. Et du coup, c'était aussi un enjeu de savoir quand est-ce qu'on peut les agréger ou les comparer, dans quel type d'analyse, et dans quel type d'analyse on les redifférencie pour voir qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés. Ouais. Quand tu parles d'énergie primaire, c'est quoi ? Les énergies primaires, c'est tout ce qui vient directement en entrée du système et qui sont quelque part brutes et qui n'ont pas été encore transformées. Ok. Charbon. Ouais. Ouais. J'ai bon. Genre pas l'électricité du coup, puisque ça c'est ce qu'on crée. Exactement. Ok. Donc en gros, alors je vais dire les piles, mais c'est pas vraiment ça, ça va être genre les liquides justement là qui servent pour d'anode et de cathode, ça va être les énergies primaires. Et ton énergie transformée, c'est l'électricité. Sur cet exemple précis, Ouais, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple après. Je pense que c'est qu'une énergie secondaire, l'énergie primaire, c'est genre le charbon, il y a quoi d'autre ? Le vent, ouais, le pétrole, le soleil. Tout ce qui n'est pas transformé. Ouais. Ok. Et donc cette thèse, donc tu t'es lancé dedans. En plus, tu disais que tu n'avais pas forcément envie de te lancer dedans à la base. Enfin, tu t'avais dit que tu voulais pas faire de thèse. Et finalement, ce road trip t'a permis d'avoir envie de faire un sujet. Tu l'as fait et au final, ça t'a... Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment dans cette thèse ? C'est une bonne question. Je me souviens que déjà, au moment où je cherchais ma thèse, j'avais un peu une hésitation parce que j'aime bien travailler en équipe. Et je me disais... J'avais contacté aussi une association en France qui s'appelle Negawatt, qui fait des scénarios de transition énergétique. Et je me disais, bon, peut-être qu'avec eux, je pourrais avoir d'autres personnes avec qui on échange et avec qui il y a un travail collaboratif qui se fait. Et je me suis dit, bon, non, c'est pas grave, je vais me lancer dans la thèse. Et je pense que ce qui a le plus pesé dans la balance, dans la difficulté à avancer, c'était ce côté travailler tout seul. Et travailler tout seul aussi dans le sens où même dans mon laboratoire, au final, il y avait d'autres doctorants, mais eux qui étaient vraiment sur des sujets spécifiques à la thermodynamique, sur les moteurs, sur des choses qui étaient vraiment... Ouais, toi, t'étais un peu à part de ça, quoi. Ouais. Du coup, ça, j'ai vraiment senti que ça... Quelque part, ça m'a ralenti et je pense qu'il y avait aussi ça a créé un manque de confiance en moi sur le fait de est-ce que j'en connaissais assez sur ce sujet qui, pour moi, était neuf et que du coup, j'étais un peu à sans cesse redécouvrir tout le champ académique et la littérature de ce sujet, sans avoir le moment où on dit bon ok, là stop, c'est assez, maintenant on définit un sujet qui est cadré, borné et qui est réalisable et maintenant on va vraiment dans le focus de ça. Ok, donc toi t'attendais vraiment à ce que ton sujet de thèse, tu puisses avoir un bagage nécessaire pour aller creuser un sujet en fait. Ouais. Parce que t'en as beaucoup aussi qui font une thèse et qui ont pas qui ont pas les connaissances mais qui justement apprennent et continuent à creuser avec l'apprentissage. Mais toi, c'était trop pour toi de devoir apprendre tout ça en plus de creuser un sujet ? Je pense que j'ai pas eu la lucidité du moment où je bascule de continuer à papillonner, à regarder les différents domaines, en sachant que les implications énergétiques sont tellement vastes sur tous les pans de la société que du coup je butinais un peu de droite à gauche et j'avais pas le moment où je me disais là je rentre dans le dur du sujet, quoi. Et ta direction, elle t'aidait pas à te guider, justement ? Ça a été... Parce que c'est ce qui... Enfin, je te vois rigoler, mais genre, c'est l'un des trucs les plus compliqués à gérer, la relation. Pour les doctorants, ça peut être un gros critère de sélection, et on l'a dit plusieurs fois, et c'est ce qu'on voit partout. Il faut... Enfin, c'est difficile, mais il faut s'assurer d'avoir une bonne équipe, un soutien et tout, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile, 3 ans de thèse, 3 ans plus. Et toi, du coup, ta direction, c'était pas... C'était assez particulier dans le sens où il y avait du coup 2 personnes de l'école d'ingénieur, mon directeur de thèse et un co-encadrant, plus un co-encadrant qui lui était directeur de la recherche de l'école de commerce. Lui, il a été assez peu présent, il était peut-être là les 6 premiers mois ou peut-être 1 an, et après, il venait même plus aux réunions de suivi, donc là, c'était un peu... Moi, je sentais en tout cas une démotivation de me dire, mais même les personnes qui sont les plus proches, elles sont pas là à suivre. Et après, au niveau de mes encadrants de l'école d'ingénieur, il y a une partie de ma responsabilité où je pense que je n'étais pas honnête sur à quel point j'étais en demande de leur soutien. Parce que j'avais peur en me disant peut-être que j'ai pas assez avancé, et que du coup je me disais d'ici à la prochaine réunion, j'avance assez pour pouvoir oser en parler. Et après, de leur côté, je pense qu'il y avait
un manque de cadrage, c'est-à-dire que si je disais bon ben d'ici telle date je vous ai fourni ça et que je le fournissais pas, et il te disait rien. il y avait rien. Il y a un moment où toi tu t'es rendu compte que tu décrochais de ta thèse? Oh, il y en a eu plusieurs. Ça s'est fait par step. Il y a eu un moment là qui me vient, c'était déjà le fait que j'étais en coloc avec un autre thésard et que lui, à un moment, il m'a parlé du fait qu'il voulait abandonner. Et au moment quand il m'en a parlé, je me suis dit, en fait, c'est la même chose pour moi. En fait, moi aussi, Ouais. et ça fait un moment que je me l'avoue pas, mais c'était vraiment présent. Je pense que ça, c'était au bout de. Il a arrêté lui aussi? Ouais, il a arrêté aussi. Vous avez pris la décision à deux en fait? Non, il a arrêté peut-être un an avant moi. Et moi, ouais, je me suis dit, ouais, c'est pas grave, je vais aller au bout. Je suis plus fort. Je la ferai pour toi cette thèse. Mais il avait commencé avant moi aussi. Ok. Mais, Ok. mais du coup, ouais, il y avait cette envie-là. Et mince, je sais plus ce qu'on disait. Les moments qui Les t'ont moments qui t'ont fait dire que- douter. Ah ouais. Après, j'ai senti vraiment ce besoin d'être encadré avec des pairs ou des gens qui avaient le même angle de recherche. Donc là, j'ai eu la chance de pouvoir partir 6 mois à Barcelone. Dans le cadre de ta thèse aussi? Ouais, dans le cadre de ma thèse, dans un labo où, allez, on va dire 80% des publications que je lisais qui m'intéressaient sortaient de ce labo. Ok. Du coup, je les ai contactés. Je leur ai dit, bon, ben, ça m'intéresse votre méthodo. Est-ce que je peux venir travailler avec vous? Et au final, tout le monde a été d'accord. Du coup, j'ai pu passer 6 mois là-bas. Et là-bas, c'était quand même beaucoup plus stimulant en termes d'émulsion intellectuelle. Et du coup, j'ai pu avancer. Il y a un papier qui a été publié pendant... T'as publié un papier quand même pendant Ouais. ta thèse? Ah ouais, écoute. C'est quand même cool ça déjà. Bah ouais. oui, c'est super. Ouais, c'était un des... un premier pas dedans quoi. C'est pour ça que tu t'es dit, bon, c'est bon, j'ai publié un papier. Me tire. Non, en plus, j'avais essayé d'en publier 2 autres, parce qu'au final... Ah ouais, tu t'es charbonné quand même. Non, mais parce que du coup, il y a eu des discussions vraiment au moment d'arrêter ma thèse. C'était assez sain, en tout cas, les discussions avec mes encadrants. Et du coup, on était carte sur table. Et moi, je leur ai dit que ça faisait vraiment 2 ans, mais en tout cas, la vraie dernière année où je sortais toutes les rames que je pouvais, mais j'avançais plus quand même. Et du coup, je leur ai dit, au bout d'un mois de page blanche, là, au moment de rédiger les trucs, je leur disais, écoutez, moi, je n'ai plus l'énergie pour ça. Attends, tu t'es arrêté pendant que tu as rédigé ta thèse? Je me suis arrêté au moment où, là, grâce à eux, je me suis rendu compte que c'était le moment d'arrêter de chercher et de rédiger. Ouais. Sauf que justement, là, il y avait une ambivalence où eux, de leur point de vue, on va dire, nouveau dans ce sujet, pensaient que j'avais assez pour écrire quelque chose de nouveau, ou en tout cas qui apportait à la recherche scientifique. Et toi, tu sentais pas? Pour moi, non. Pour moi, si j'avais écrit une thèse à ce moment-là, ça aurait été des redites, peut-être écrites différemment de ce qui a déjà été écrit par d'autres, mais il n'y avait pas de nouveau contenu scientifique à mes yeux. Ok. Mais scientifiquement, c'est vachement, je trouve ta démarche vachement humble. Enfin, genre, tu as eu beaucoup d'humilité de te dire, déjà d'en parler, parce qu'il y en a plein qui en parlent pas. De devoir continuer à essayer de faire des papiers, tout ça, et de dire, écoutez, moi, c'est juste moi qui peux pas, qui le sens pas et tout. Et ça, franchement, c'est hyper humble, je trouve, de ta part d'avoir fait ça en vrai. Merci. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que t'as poussé le truc à fond, quoi. Genre, même te dire, même sur la fin, comme il dit, genre, t'essayes de publier, t'essayes d'écrire dessus, etc. Moi, je me souviens quand j'ai quitté la fac, j'étais une loque, hein. C'était catastrophique. Je rentrais chez moi, je faisais rien. Donc, le fait de pousser le truc à fond, ouais, franchement, c'est honorable. Et donc, du coup, tu t'es arrêté à combien de temps de la fin, on va dire? Ou au bout de combien de temps? Ça dépend comment on considère la fin. En tout cas, j'avais 3 ans de contrat financé. Ouais. Donc ça, j'ai fait les 3 ans. Et après, à la fin des 3 ans, du coup, j'ai dit, je continue parce que j'étais pas prêt à soutenir. Et du coup, j'ai dû arrêter peu de temps avant les 4 ans, je pense. Ok, ouais. Donc c'était là où normalement tu devais commencer à rédiger ta thèse et préparer ouais, tout ça. Même en école d'ingénieur, c'est le moment où tu as déjà soutenu souvent. Oui, c'est ça, c'est normal, tu soutiens au bout de la 3e année. Ouais. On était à quelle époque, par contre? Pardon, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça. Début... On était en 1992. Pardon, excuse-moi. Début, c'était novembre 2013 et la fin, ça devait être août 2017. Okay. Ouais, ça reste frais quand même. Et qu'est-ce qui se passe dans ta thèse dans ta tête au moment où tu te dis c'est bon, j'arrête? Oui, il se passe plein de choses, mais pas que dans la tête. Il se passe une énorme libération, vraiment un sentiment de se sentir hyper soulagé parce que ça occupait toutes mes pensées, toute ma charge mentale. Dans la déprime un peu avant?
Pas énormément. Ah ouais, énormément, ok. Mais je pense qu'il y avait et la thèse et le sujet de la thèse, parce qu'au final, c'est aussi pour ça que le sujet est intéressant. La plupart des chercheurs qui s'occupent de ce sujet, ils sont déprimés. Ah mais oui, d'accord, oui, forcément tu découvres des trucs. Parce que tu passes ton temps à avoir tout ton focus sur un futur qui est apocalyptique ou hyper destructif. Même moi, ça me fait bader là. Et en plus, moi, là où c'était vraiment le plus frustrant, c'est que même les scénarios de transition énergétique, moi, avec le prisme avec lequel je les regardais, je les voyais comme naïfs parce qu'ils n'étaient pas assez ambitieux sur la sobriété et que du coup, ça continuait dans ma vision, à dégrader les écosystèmes à un point qui était non soutenable. Ah ouais, donc en fait, en plus de la thèse, toi, tu te mettais vraiment ce truc de genre, c'est bon, on va tous crever, quoi. Pas à ce point-là, mais en tout cas de se dire, aujourd'hui, c'est la merde et je vois aucune piste sérieuse et tangible d'en sortir par le haut. Et toi, ton but, le but de ta thèse, c'était d'essayer de trouver une piste. Enfin, ton but perso, on va dire. Ouais, moi, ma recherche depuis le début, c'était de me dire, tu voulais trouver une solution, quoi. Comment est-ce qu'on vit de manière soutenable sur cette planète et comment, in fine, on y arrive. Okay. Et comment, à partir de l'état où on en est aujourd'hui, quelque part, on y retourne, parce que c'était ça aussi qui était dur dans le début de la thèse, c'était de me dire, ok, non seulement c'est difficile de vivre de manière soutenable, mais en plus, aujourd'hui, on est arrivé dans un état qui est tellement dégradé ou hors de la soutenabilité que rien que la partie de transition de l'un à l'autre, c'est un casse-tête sans nom, quoi. Okay, ouais. Ça s'est manifesté comment, cette fin de thèse, du coup ? C'est-à-dire comment en fait, à quel moment tu t'es rendu compte, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que c'était la fin, que t'en pouvais plus, quand tu dis que tu étais déprimé, on parle vraiment de déprime ou c'est vraiment plus tu tombais dans la dépression? C'était burn-out complet. Hein. Okay, je me souviens, j'avais fait un camp climat. C'était en Allemagne. Mais tu t'es quand même donné pour quelqu'un qui voulait arrêter sa thèse. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, c'était ma passion. Et il y avait aussi ça. Ça, je pense, ça a contribué à ce que je gère mal ma thèse. C'est que ça me passionnait et que du coup, je n'arrivais pas à séparer mon individu et mon temps libre de ma recherche. Et ce qui fait qu'au final, les deux étaient tellement mêlés que j'avais jamais vraiment de moment de pause parce que même le week-end, je continue 100% dedans, quoi. Je continue à faire de l'activisme ou je continue à y penser. Et du coup, je pense que... Et aujourd'hui, je le vois dans ma nouvelle manière de gérer mon emploi du temps en tant qu'auto-entrepreneur. Il y a vraiment des moments où je suis focus à fond et des moments où je suis complètement déconnecté de ça. Et pour moi, c'est vraiment ce qui me permet de durer parce que dans la thèse, il y avait plein de moments où du coup, même la semaine, du coup, je m'autorisais du temps libre. Mais du coup, le week-end, je bossais et c'était très flou la frontière entre les deux. Et il y avait tout le temps... Parce qu'il y avait vraiment des week-ends, du coup, au final. Pas le week-end comme tu l'entends se poser, non, du coup. Ouais, c'est ça. T'avais même pas le jour où tu te posais. Ouais, et puis du coup, t'as toujours 150 articles ouverts sur tes onglets. J'avais en tout cas ça, et du coup, il y a toujours cette charge mentale de dire, ah oui, faut que j'aille lire ça, faut que j'aille lire ça. Ok. Et du coup, techniquement, comment ça se passe un arrêt de thèse ? Alors, techniquement, comment ça se passe ? Est-ce que tu dois rendre l'argent ? J'ai pas rendu l'argent. Ils me l'ont pas demandé. Non, je rigole. Non, mais ça aurait pu. Non, mais c'est vrai, non, mais il y en a plein qui ont peur de ça. C'est pour ça que j'en rigole doucement. Mais il y en a plein qui ont peur de ça, de se dire, de mais rembourser. Attendez, mais surtout ceux qui sont en sciences naturelles, parce que c'est des budgets énormes. Pourquoi tu rigoles ? Il faut rembourser la machine à $1 million. Ouais, c'est ça. Alors non. Mais c'est ça. Non, mais il y en a, ils disent, attends, le labo, il a investi pour ça, ça et ça. Et il faut dire aux gens qui font des thèses en sciences naturelles ou des gens qui font une thèse qui coûte cher. Le travail que vous avez fait jusque-là, c'est pas du travail perdu, quoi. Enfin, genre, le labo ou les labos vont s'en servir, soit pour un autre thésard, soit pour un projet de recherche, soit pour un ingénieur de recherche, un contrat de 1 an, un truc comme ça. Donc, il n'y a rien qui est perdu et on vous demandera pas de rembourser votre thèse. Donc, vas-y, techniquement, pardon, excuse-moi. Non, mais techniquement, c'est amusant que tu poses cette question parce que je pense que c'était quelque chose qui pesait dans ma difficulté à arrêter. Je me disais, mais... Genre, je vais devoir signer des papiers, Pas tant, mais je me disais, ces personnes ont autant investi de temps, d'énergie et d'argent en moi que j'avais envie de leur donner le retour sous forme de manuscrit de thèse, quoi. Ouais, mais pas tous, parce que tu dis que t'en as un qui a arrêté au bout de 6 mois de te suivre. Oui, sur lui, on est d'accord, mais lui, je le rembourse jamais. Ouais, en tout cas, il avait quand même débloqué les fonds. Et non, mais bien sûr. Du coup, de mon côté, il y avait cette envie de rendre l'appareil.
si j'en étais capable. Et du coup, comment ça s'est passé ? Bah, du coup, je leur ai dit que pour l'été, je faisais une pause et j'avais l'ambition d'écrire 2 articles pendant l'été. Le gars fait une pause en écrivant 2 articles. Non, mais de dire, bon, on oublie le manuscrit, mais par contre, ouais. à défaut, avec ce que j'ai comme contenu, je peux peut-être bricoler 2 articles. Bricoler, d'ailleurs, c'est pas un super terme pour des articles. si, on comprend. Et du coup, rentrer, j'avais rien fait. Enfin, j'avais profité de pouvoir justement souffler et je me rendais compte que même là, reprendre pour 2 articles, j'y croyais plus du tout. Et du coup, là, j'ai écrit ma lettre de démission qui allait du coup directement auprès du directeur de l'école doctorale, que lui, je connaissais pas. Et donc, on les connaît. Normalement, le directeur de l'école doctorale, on le connaît pas. Hein. Non. Et du coup, lui, j'ai eu d'abord un premier appel de sa part qui me disait qu'il comprenait pas ce qui se passait et qu'il voulait me rencontrer et qu'on en discute et que ça resterait pas juste une lettre. Ce qui était de toute façon ce que j'avais écrit, que s'il avait des questions, on pouvait en discuter, avoir un entretien. Du coup, on s'est rencontrés. Il a été sympa avec toi ou pas ? Good cop, bad cop. Ah ouais ? Ouais, il y avait un peu les deux dans notre discussion. Je savais pas trop sur quel pied danser. Okay. En disant, ah, mais tu viens de Bordeaux, mais moi aussi, je connais ce coin et tout. Donc, pourquoi t'arrêtes ? Donc, il y avait ça qui était présent. Et en même temps, il y avait un côté, mais il faut vraiment que tu continues. Qu'est-ce que tu as apporté en retour de ce qu'on t'a financé ? Ah ouais, c'est terrible ça. Ouais. Parce que moi, alors, pour la petite histoire, j'ai failli arrêter en janvier là. Ouais. Je me sentais vraiment pas bien dans ma thèse et tout, je savais pas où aller, j'étais perdu. Et j'en ai parlé à ma directrice de thèse et j'en ai parlé à ma tutrice de l'école doctorale. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec mon sujet, qui est dans un autre labo, mais qui m'aide qui peut aider à gérer justement la thèse en termes techniques, en termes de morale, tout ça. Et donc j'en ai parlé et elle a pris rendez-vous avec le directeur de l'école doctorale et à aucun moment un des deux m'a dit genre ouais continue, genre force-toi, tu vois. Genre ils m'ont dit tous les deux genre on va essayer de trouver des solutions. On va aller au maximum des solutions possibles parce qu'ils savent que c'est dur la thèse, ils sont passés aussi par là et ils m'ont dit on va essayer de trouver toutes les solutions possibles et si on n'en trouve pas ben t'arrêtes, enfin genre c'est pas grave, tu vois. Et même ma directrice qui franchement enfin genre c'est son premier thésard et tout, elle m'a dit si ça te plaît plus arrête, genre va pas te rendre malade, tu vois. Et c'était vraiment ce qui était en train de m'arriver et je pense que j'avais besoin d'entendre ça pour reprendre, tu vois. Mais toi si le gars te dit mais gros, continue, putain. Ça fout la pression. Ça fout la pression de ouf. Et en fait, t'as eu un mélange de pression de la part que tu t'es aussi imposé, mais qu'on t'a imposé. Oui, c'était la même pression. Et, en fait. Et une peur de décevoir, du coup, qui t'a fait un peu hésiter à arrêter. Ouais, quand je suis ressorti de cette réunion, j'étais un peu brinque-ballant. Ah, tu m'étonnes. Mais est-ce que tu t'es dit, attends, si on me parle comme ça, il faut que j'arrête, c'est pas possible? Ou est-ce que tu t'es dit, non, je peux pas. Non, parce qu'il y avait quand même un côté très sympa de dire, mais on va être arrangeant, on va pouvoir continuer, que ta thèse elle dure plus longtemps. Et puis. Mais en même temps, je le sentais clairement, parce que moi je lui ai dit, mais même si c'est pour faire un manuscrit et qu'il soit rejeté, parce que lui il me disait, mais au pire, juste tu fais un manuscrit et puis s'il est rejeté, c'est pas grave. Mais du coup, tu valides pas ta thèse s'il a rejeté le manuscrit? Non, mais lui, il voulait qu'il y ait une production, qu'il y ait quelque chose de. Ah ouais, mais même tu sentais pas de faire ça, enfin, genre faire un truc pour qu'il soit refusé. Bah oui, passer 6 mois de sa vie à être nuit et jour, à écrire en plus dans un style académique que je trouve hyper castrateur. On va pas en parler. Ah, moi je peux en parler, je déteste. Hein. C'est pour ça que j'ai quitté la fac. Hein. Je déteste. T'es notre quotient. Ah ouais, c'est. Qui casse tout élan de créativité. C'est terrible. Et ouais, du coup, je suis sorti de cette réunion. Je sentais en mon fort intérieur que quoi qu'il arrive, j'allais arrêter. Et je pense que ça m'a pris peut-être 1 ou 2 semaines d'être sûr. Et après, j'étais sûr. Ok. Et après, David, t'es directeur ou directrice, je sais pas, de thèse? Bah, eux, du coup, on était en accord sur le fait que j'arrêtais. Ouais, c'était clair pour eux. Ils t'ont rien dit de spécial? Non, eux, ils étaient déçus. Mais je comprends que j'ai pas fait les articles que j'espérais faire pendant l'été. Ouais, parce qu'en plus, tu leur avais dit, ok, ouais. Et sinon, à part ça, en tout cas, ils étaient dans l'acceptation de comment c'était. Ok. Donc c'était pas si terrible d'arrêter au final? Non, c'était mieux que de continuer tête baissée quand je m'épuisais. Hein. Et après avoir arrêté, du coup, tu t'es dit que tu te sentais soulagé? Ouais. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête là après avoir arrêté?
Là, on part sur un podcast un peu plus. Ouais, c'est beaucoup plus psycho que. Psycho, mais en même temps, thèse, voilà, mais c'est un. Moi, ça me plaît, ouais. Ça me plaît beaucoup aussi. Ouais. Tu pars plus dans un côté, genre t'es déçu de pas avoir réussi, ou t'es plus en mode je suis content d'avoir arrêté parce que là vraiment ça m'aurait cassé quoi. Bon, il y a les deux qui sont là, mais il y a un tel soulagement que je me dis, c'est sûr que j'ai fait le bon choix. Et puis de toute façon, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais auparavant pour être en mesure de finir. Et je me suis dit, t'étais au pied du mur pour arrêter, quoi. Vraiment, je leur dis, j'ai beau voir, j'ai vu une psy toute la dernière année de ma thèse, que ça changeait rien. À un moment, on a fait tout un truc d'hypnose pour me remettre dans le travail et tout. Elle fait, mais en fait, c'est pas vous qui est le problème, c'est votre thèse. Alors vous pouvez arrêter. Mais je pense que c'était ça, c'était le fait que j'étais allé au bout de ce que je pouvais et que là, il était temps d'avoir la lucidité de dire stop, quoi. Ta psy, elle t'a aidé du coup à dire, à se rendre compte que le problème c'est la thèse et qu'il faut arrêter? Non, par contre, elle m'a aidé à voir que quand bien même je la voyais, j'avais aucune énergie qui revenait pour me remettre au travail, quoi. Ouais, donc c'était un problème qui pouvait être réglé comme ça, quoi. Et puis j'étais lucide aussi, je faisais de l'associatif et dans tout ce que je faisais d'associatif, j'avais la niaque et j'avais l'énergie pour le faire. Ah, ça c'est vraiment le truc, ouais. J'avoue, des fois, tu mets beaucoup d'énergie sur ce que tu fais à côté, t'arrives au boulot, tu fais... Alors... Est-ce que tu as le moment aussi où tu te rends compte que tu es plus dans l'actif que dans la recherche? Pendant la thèse? À la fin, du coup, sur la fin de la thèse. J'ai vu qu'en tout cas, c'était un domaine dans lequel j'étais beaucoup plus performant et beaucoup plus épanoui. Et que du coup, c'était justement le dernier mois où je me suis dit, j'arrête l'actif ou l'associatif pour être que sur la rédaction. Ouais. Et c'est ce moment-là où je me suis rendu compte que... C'était pas possible. Surtout, je produisais rien. Ouais, donc, j'arrêtais de faire de l'associatif. Pour produire. Où j'étais créatif, ou en tout cas, j'avais l'impression d'apporter quelque chose au bien commun. Et où là, je me retrouvais à faire des journées pages blanches. Et du coup, je me disais, un mois, ça va à expérimenter ça. Plus, je vais devenir fou, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais, du coup, en associatif et en actif à côté, là? Ça, j'ai fait pas mal de choses. J'étais dans les comités d'organisation de Alternativa. C'était... ça vient de Bayonne et ensuite ça s'est diffusé dans différentes villes. Et l'idée, c'était de promouvoir les différentes alternatives qui existent déjà. Donc il y avait des villages avec les différentes associations ou autres qui proposaient les alternatives qui existent déjà au final et que des gens ne connaissent pas encore aujourd'hui. Tu faisais de l'associatif dans le domaine où tu faisais ta thèse, en fait? Ouais. Ok. Non, mais c'était pour être sûr que j'avais bien tout. Non, il y avait ça. Il y avait une association qui, elle, justement, avait pour but de faire des scénarios de transition énergétique régionaux, qui s'appelle Virage Énergie Climat, qui existe dans plusieurs régions. Et il y avait une autre association qui s'appelle les Créaltères, et pareil, c'était pour promouvoir les alternatives avec un côté plus ludique et fun. Et est-ce que tu te sentais, comment dire, j'ai pas les mots donc je vais dire ça crûment, est-ce que tu te sentais plus utile dans le milieu associatif, vu que c'est un sujet qui te passionne et que dans la thèse en elle-même? Ah, complètement. Complètement. Mais c'est aussi pour ça que j'ai choisi de... Je pense qu'il a contribué aussi à l'arrêt de ma thèse, c'était la réalisation que je voulais pas continuer dans la carrière académique parce que j'avais l'idée que c'était pas approprié eu égard de mes compétences ou de mes appétences pour contribuer au changement de société que je voulais voir advenir. Ah, puis c'est très dur en plus de passer par l'académique pour changer les choses. C'est long. C'est des barrières quoi à franchir. Hein. Non, c'est hyper dur, ouais. Et après la thèse, qu'est-ce que t'as fait du coup? Oh, j'ai fait plein de choses après la thèse. Est-ce que t'as pris un gros mois de vacances ou pas? Ou tu l'avais pris avant en fait? Tu l'avais pris 2 mois avant? Ouais, j'avais pris des vacances déjà pendant l'été. Et après, après j'ai profité. Il t'a fallu du temps pour te remettre un peu sur pied ou c'est arrivé direct? Bonne question. À partir de quel moment on considère qu'on est revenu sur pied? Ouais, mais tu sais, je pense que quand tu dis... Enfin, je veux pas m'avancer, mais... moi, si je reviens à moi quand j'étais en janvier, si j'avais arrêté, je pense qu'il m'aurait fallu un bon 2 mois pour me dire allez, c'est bon, c'est pas grave que t'aies arrêté, fais autre chose de ta vie, tu vois. Genre des podcasts? Ouais, j'ai fait les deux en même temps, du coup. Je suis très fatigué. Ouais, c'est marrant parce que j'ai un peu une sorte de flou sur comment je me suis senti dans ces mois qui ont suivi. J'ai l'impression que c'était assez vite joyeux et assez vite fluide. Et après, de toute façon, ce qui était hyper épanouissant, c'est que grâce à ma thèse, je connaissais déjà toutes les alternatives ou tous les trucs que je trouvais séduisants, mais dans lesquels j'allais pas, parce que du coup, je me disais, là, je suis encore dans la recherche et je suis pas dans la partie plus pratique ou concrète. Et du coup, là, j'ai pu
j'ai pu nourrir ça. Et t'as réussi à prendre des trucs de ta thèse pour les amener vraiment à les appliquer en fait. Ouais. Ok, c'est cool ça. Et t'as continué du coup sur ton sujet en dehors de ta thèse après ta thèse? Ou alors t'as fait une pause dessus, tu t'es dit je vais me concentrer sur autre chose et je Faire de la reviendrai dessus musique, après. je sais pas. Un petit peu, mais j'avais un peu cette ambition à un moment de me dire bon, c'est pas grave, je voulais faire des entretiens participatifs justement avec ces associations et leur dire bon, ben voilà les scénarios de sobriété, comment vous positionnez les curseurs et à quel point vous êtes ambitieux. Et au final, je me suis rendu compte que non, parce qu'il y avait toute la partie modélisation dans laquelle plus je me penchais et plus je voyais que ça prenait beaucoup trop de temps et qu'en plus ça serait limité en termes de qualité d'analyse. Ouais. Et donc après, ce qui a plus pris la place, ça a été d'un côté la permaculture pour vraiment avoir un focus plus spécifique sur la partie alimentation, mais pas que. De manière soutenable, c'est-à-dire que dans ma thèse, à chaque fois, je disais, bon, pour différents pôles de consommation ou de ce qu'on produit, comment est-ce qu'on le fait et quels sont les nouveaux, ou en tout cas les moyens les plus sains de le faire. Donc, il y a eu ça où j'ai vraiment eu un focus pendant un temps et bon, ça continue encore aujourd'hui. Et après, de fait d'avoir été vraiment complètement en burn-out et de rencontrer de plus en plus de gens qui étaient en détresse émotionnelle dans ces sujets de recherche. Ça a été participer à des stages qui s'appellent le travail qui relie, qui avait été justement créé pour ça, pour créer un espace de verbalisation et de libération émotionnelle quelque part. Donc ça, j'ai participé 2 fois et après, j'ai animé aussi de ça. Ok. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, j'explore principalement le pan plus de santé alternative, bien-être, via le Qigong thérapeutique. Ok, donc ça c'est ton entreprise que tu parlais tout à l'heure. J'ai Ouais. entendu ça. Ouais, ça fait ça et aussi des moments de connexion à la nature aussi. Ok. Putain, trop bien. Faudrait que tu recommandes ça à tous les thésards qui nous écoutent, Ouais, on va te qui les ont du envoyer. mal un peu. On va te les envoyer un par un. On a reçu un paquet qui, derrière leurs airs joyeux là. C'est marrant parce qu'en plus c'est vraiment vous avez l'air de dire que c'est toujours au moment de la rédaction que ça commence vraiment à... C'est le moment où ça fait soit ça passe, Bah, en fait, soit ça casse. Ouais, t'as plusieurs moments apparemment. Moi j'y suis pas encore, mais t'as vraiment la première année. T'en as genre, ils ont rien du tout. Et là ils sont en détresse totale. Ouais. Quoi. Et alors moi ça m'est arrivé un petit peu genre, j'étais là, je fais, en fait j'ai pas grand chose. Genre, enfin tu vois, en 6 mois de master j'aurais peut-être fait la même chose et tout. En fait, tu te rends compte vite que non, que ça t'aide pour la 2e année et que forcément ça t'aide pour la 3e année. Et t'en as d'autres, je sais plus qui c'est que j'avais rencontré qui m'avait dit ça. La première année, ça a charbonné, elle avait plein de résultats. Et la 2e année, ça c'est complètement arrêté. Et du coup, là, tu fais, mais attends, pourquoi je m'arrête maintenant alors que, tu vois, la première année s'est bien passée. Et après, il y a le moment de la rédaction. J'y suis pas encore, mais moi, ça te terrifie, toi. Ça me fait très peur parce que. Après, ça dépend en fait, parce que là, quand je rédige des articles ou des posters ou des rapports, des trucs comme ça, c'est long, c'est un peu dur et puis, comme tu dis, c'est un peu bridé parfois. Alors, moi, j'ai de la chance, ma directrice, elle sait qu'il faut rester dans les cases, mais elle m'autorise quand même à essayer de dévier un petit peu, donc ça, c'est cool. Et je sais que c'est long et un peu dur pendant, mais quand tu regardes, quand tu as fini le papier, tu te dis, bon, quand même, j'avais quand même écrit ça et c'est joli, tu vois. T'arrives à prendre le recul aussi, de te dire non, ça sert pas à rien, ça me fait prendre ça, quoi. Mais moi j'ai très peur d'arriver devant mon manuscrit et d'être comme toi en mode mais c'est nul ce que t'as fait. Enfin genre c'est pas nul, mais c'est genre les gens l'ont déjà dit, tu vois. Enfin genre et c'est vrai que parfois des fois je cherche des trucs et je tombe. Et en fait ce qui est hyper bizarre en science, c'est que tu cherches quelque chose, tu trouves et tu fais c'est bien, j'ai trouvé, c'est la même chose qu'il a dit le monsieur en 2017. Tu prends du recul, tu fais. Mais du coup, quoi ça sert? En fait, tu confirmes ailleurs. En fait, moi, c'est un peu ça. Genre, je confirme ailleurs avec d'autres techniques et tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le truc où. Enfin, après, moi, j'étais pas dans ta situation en mode. Je vais pas révolutionner l'œnologie, tu vois. Mon sujet de thèse, je le sais depuis le début. Mais je vais apporter des petits trucs, tu vois. Et puis, j'ai des entreprises qui ont financé, qui vont aussi utiliser mon travail et tout. Et donc, disons que personnellement, moi, j'ai pas ce truc de. Voilà, je sais que je vais rien apporter, qui va faire bouger le monde, tu vois. C'est vrai que toi, ton sujet, ça s'y prête un peu, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Tu sais s'il y a des gens qui ont repris ta thèse? Directement, je pense pas. Ouais. Après, s'il y avait un doctorant, je pense qu'il a un peu réutilisé. Et là où, au final, ça a le plus essaimé quelque part, c'était plus auprès des étudiants.
des étudiants qui étaient en école d'ingénieur et qui du coup assistaient à mes cours. Et t'as donné des cours en plus à des étudiants. Okay. Ça, c'était vraiment la partie où ça, j'ai beaucoup de reconnaissance pour cette thèse parce que j'ai vu que la partie transmission, c'était... tous les doctorants, ils nous disent ça pour le moment. Là où je prenais mon pied, c'était extraordinaire. En même temps, t'es passionné par un sujet, tu t'en parles avec des gens qui sont passionnés de l'entendre. Ouais. C'est le feu. C'est trop bien. Ouais, j'espère que moi, l'année prochaine, je pourrai donner des cours aussi. Ouais. T'as envie de redonner des cours ? Au final, c'est ce que je fais. Hein. Ouais. Le Qigong, il y a plusieurs parties dans ce que je fais. Il y a les soins, il y a les cours. Et les cours, c'est tellement naturel et tellement facile que des fois, quand je finis de donner un cours et que je me dis que je suis payé pour ça, des fois, je me pince un peu. Je me dis... il faut pas... Non, mais je me dis c'est merveilleux, quoi. C'est une vraie chance. Et pareil pour les outils de connexion à la nature qui m'ont été transmis. Je trouve ça génial de pouvoir les repasser et de voir les bienfaits que ça peut apporter aux gens. Mais tu donnes des cours... comment tu donnes des cours ? Tu donnes des cours où Le Qigong, pour l'instant, j'ai fait surtout en ligne avec les confinements et autres tutti quanti. Ok, c'est des cours que tu proposes toi ? Ouais. Ok, d'accord. Ah, mais j'en suis aussi pour continuer à apprendre et à me perfectionner, mais du coup, je commence à transmettre. Et connexion à la nature, du coup, c'est surtout en forêt. Ok, trop bien. C'est fascinant. Il faut qu'on vienne faire ça pour se détendre. C'est clair. Tu penses repartir un peu sur des formats, pas du format, des choses un peu plus académiques, des choses un peu plus en rapport avec les éducations nationales ou supérieures, ou là où t'es, maintenant tu sais que c'est ta place et tu vas y rester, tu penses ? Ouais, c'est une bonne question. Des fois, je suis encore en lien du coup avec des amis qui font de la recherche sur ces sujets-là et des fois j'ai senti un peu la curiosité de me dire allez vas-y je replonge dans ce sujet de... Je me fais du mal. Je replonge un peu dans ce sujet de recherche avec lui et au final non. Mais est-ce que tu peux pas aider la recherche avec tes connaissances, avec ce que tu fais, avec les associations et tout, aider la recherche sans y être ? Au final la recherche académique, j'entends. Je pense pas que je l'aide tel que avec ce que je fais, mais en tout cas, je pense que j'aide la quête qui m'intéresse et que c'est celle où, en tout cas, je suis le plus épanoui et où j'ai l'impression de contribuer au mieux. C'est l'interro de Robin. Est-ce que t'as... Faut que je résume la thèse, là ? Non. Absolument pas. Moi, j'ai plus trop de questions. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Est-ce que tu aurais, je sais pas moi, quelque chose à rajouter justement sur les gens qui, soit qui doutent d'arrêter, soit qui sont un peu au bord de l'arrêt et qui veulent quand même continuer ? Est-ce que tu as des trucs à rajouter sur ton arrêt de thèse ? Déjà, on a compris que déjà ça t'a fait du bien personnellement. Et qui est quand même très important aussi, je pense, pour être épanoui dans la vie. Et puis justement, même toi, ta quête, comme tu dis, si t'es pas épanoui, tu peux pas la faire avancer en fait. C'est un sujet vraiment complexe de savoir comment jauger le curseur. Moi, je conseille vraiment de prendre du temps de recul pour vraiment laisser décanter. Est-ce que c'est juste une peur passagère ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de plus profond ? Et ce que j'en ai appris, mais après on a tous nos parcours différents, moi ce que j'en ai appris par rapport à moi-même, c'est davantage d'oser parler de mes difficultés et que ce que ça m'enseigne, c'est d'être plus humble et plus transparent et à choisir, j'aurais plutôt pris le temps d'aller dans le bureau de mes encadrants et de dire voilà mes difficultés, voilà de quoi j'ai besoin et voyons voir ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Ok. T'étais de nature timide à l'époque ? Plutôt, ouais. Ouais, et puis t'as peur pas de décevoir, mais qu'on te dise, mais t'es pas fait pour ça, attends. Ouais. Moi, je pense que ce qui m'a le plus bloqué, c'était d'avoir l'impression d'être un imposteur et que le fait que ça... Oh là là. Alors ça revient beaucoup aussi. Et que le fait que ça n'ait pas avancé sur quelque chose de plus cadré, de plus structuré, de plus propre, venait de moi et du fait que j'avais beaucoup procrastiné pendant la thèse, et ça je pense que c'est quelque chose qui est important et un message important, c'est de éviter la procrastination. Et même sans ça en parler et de comment on le fait. Pour moi, ce qui était vraiment important, c'était au lieu de me faire toute une montagne de la thèse, d'en faire plein de petits cailloux et au final de me dire chaque jour je fais un petit caillou
et de vraiment de se raccrocher à ça et de prendre le temps de célébrer chaque petit caillou qui a été fait. Et moi, au final, je suis souvent resté au pied de la montagne à me dire, bon, ben, C'est très haut. c'est très haut, je sais pas par quel sentier l'emprunter. Alors qu'au final, si on se dit par petit caillou et qu'on va regarder depuis le nouveau petit caillou où on est arrivé, on avance. Ouais, très belle image. Et est-ce que juste tu conseilles quand même à ceux qui doutent et qui seraient prêts à arrêter de faire comme toi, c'est-à-dire d'essayer d'aller jusqu'au bout, ou toi tu te serais dit genre j'aurais dû arrêter un peu avant quand même? Bah, ça, c'est à eux de sentir, mais moi, en tout cas, fort de cette expérience, je sais et je sens que j'aurais dû arrêter plus tôt. Ah ouais. Au final, au bout de 2 ans, je le savais et c'était un peu un côté de déni et de me dire bon, ben, j'y vais coûte que coûte et pas parce que en tout cas, je pense pas que j'ai continué pour les bonnes raisons. D'accord. Ok. Très bien. Ok. Je t'en avais pas parlé avant parce que j'ai oublié, mais est-ce que tu as une petite recommandation éventuellement à faire aux personnes qui écoutent, soit sur ton sujet, soit sur comment bien vivre sa thèse, ou sur ce que tu veux après, ouais. Si tu veux, je peux commencer pour te laisser le temps de réfléchir. Ouais. Mais moi, j'ai un livre qui est juste derrière toi. Ah, tu le gros livre blanc qui s'appelle Saison brune. Attends. Ouais, super. Saison ça fait brune. bader. Mais c'est vachement bien. De Philippe Scarzoni. Saison brune, c'est une BD justement sur les enjeux climatiques et la politique que j'ai eu du mal à lire parce que ça me fait bader dès que je le lis, mais c'est vachement intéressant. Donc si vous voulez en apprendre un peu plus sur ça, je vous conseille de lire ce livre. Et voilà. Et puis si après nous on a fait un truc récemment avec la personne avec qui je vis, on s'est inscrit dans une AMAP. C'est des circuits courts de distribution de fruits, légumes, œufs, poulets, tout ça. Et c'est pas cher et c'est bon. Et donc c'est associatif. C'est associatif, ouais. Et donc je vous recommande de chercher autour de chez vous si ça existe ou pas. C'est des circuits courts de distribution, ça va directement de l'agriculteur au consommateur. Et c'est vachement bien. Je sais pas si c'est dans les bons trucs à faire pour plus tard, mais je pense que oui quand même. Pas mal, hein. C'est pas, tu donnes un peu de ton temps et en échange. En fait, tu souscris à l'association. Ouais. Et après, tu payes les agriculteurs directement. Ok. Par chèque, et puis tu dois 2 jours par an, ça va, ouais, ça va. d'aide à un agriculteur. Okay. Et 1 jour par an, je crois, ou 1 ou 2 jours par an, l'aide à l'association, c'est-à-dire la distribution des gens qui viennent, tout ça. Ok. Donc voilà, je vous recommande d'essayer de trouver ça autour de chez vous. Wow. Ça va être dur de rebondir après ça, là. C'est la première fois que je fais un truc un peu, voilà. Oh, c'est travaillé comme... même pas. Ah putain, moi j'essaie de chercher en musique si je pouvais trouver un rapport avec ça, mais... Bah t'as Capitaine Flower Power. Je connais pas du tout. C'est Obispo. Oh putain. Tu pourras couper si tu veux. Ah bah non, je vais te laisser ta blague. Hein. Tu penses bien. Si, il avait fait une chanson pour... je sais plus quoi d'ailleurs. Pour soutenir l'écologie. Ouais. Bah, ce que je sais, en tout cas dans les derniers, et pour le coup je l'ai rattrapé, c'était pas mal. C'était le dernier album de Coldplay. Qui fait du bien après l'avant-dernier qu'ils ont fait qui était vraiment pas terrible. Oula, attention. Ah ouais, non mais je suis un gros fan de Coldplay et genre vraiment... Oui mais tu juges. Ah, complet. Non mais en fait je trouve qu'ils sont un peu perdus et là ils sont partis sur un truc qui mélange vraiment leur nouveauté créative et leur base. Et en fait ils avaient décidé de pas faire de tournée pour cet album parce qu'ils ont dit une tournée c'est beaucoup trop polluant, c'est beaucoup trop... Ah oui c'est vrai. C'est l'enfer. Il y a quelques gars qui commencent un peu à en parler de l'écologie dans les tournées, genre par exemple je crois que c'est Eddie De Pretto qui disait moi j'ai demandé à ce que tout ce qu'on utilise soit 100% recyclable ou réutilisable. Et du coup Coldplay avait dit on fait pas de tournée. Bon ils ont annoncé ça en 2019, après il y a eu la pandémie donc bon. Ouais ils ont eu du nez. Ils ont eu du nez un peu aussi mais c'est vrai que c'est cool. Je vais rechercher le nom de l'album. Ça va me prendre 2 secondes, mais... Donc tu recommandes Coldplay, en fait. Mais je recommande le dernier album de Coldplay, qui est vachement bien. Ah, très bien. Est-ce que tu as trouvé ta petite recommandation ? Ah bah oui, j'ai eu le temps de prendre des notes. Hein, ah bah yes. On t'écoute. Le premier conseil que je donnerais aux gens, c'est d'écouter leurs propres conseils. Et que peu importe ce qu'on leur dit, si eux, ils sentent que c'est autre chose, de vraiment s'écouter. Après, moi, sur les pistes que je trouve géniales par rapport à l'écologie et par rapport au bien-être, quitter les écrans, aller dehors. Ça, c'est vraiment... le truc qui fait, à mon sens, vraiment une grande différence.
regardez ce que c'est les forêts-jardins, planter des arbres. Et il y a un lien direct avec les végétaux, avec les animaux. Ils ont beaucoup à nous enseigner, beaucoup à nous émerveiller. Et d'oser prendre soin de soi. Et moi, je suis très reconnaissant d'avoir trouvé le Qigong comme un des outils qui permet de vraiment prendre soin de soi sous plein de dimensions. Bah écoutez, voilà. C'est pas mal. Ça clôture bien ce dont on a Quand parlé. tu dis que tu faut quitter les écrans, ça veut dire que tu joues plus trop aux jeux vidéo? Quasiment plus, j'ai fait une rechute et au final je me suis rendu compte que Ça te plaisait plus surtout ouais, je sens à quel point ça abîme mes yeux et puis je sens à quel point ça me nourrit pas autant que d'aller dehors. Même Zelda? Même Zelda. Ah putain. Je sens que tu te détruis à l'intérieur. J'adore. Non mais j'apprends à faire du Zelda dans la nature, à me dire au lieu de collectionner les animaux. Mais du coup c'était très intéressant parce que j'ai eu beaucoup de temps en nature, puis du temps dans Zelda. Et je voyais tous les trucs qui revenaient, la cartographie du paysage, le fait de collectionner des animaux, le fait de faire des recettes. Au final, dans Zelda, maintenant tu fais des recettes, là c'est pareil, tu peux récolter des plantes sauvages dehors. Donc, tu fais ton propre jeu à l'extérieur, quoi. Ouais. Du coup, c'est Everyday Life, l'album de Coldplay, je viens de le retrouver. Celui où il y a Arabesque. C'est celui où il y a Arabesque, tout à fait. J'adore. Ah, il est incroyable, je trouve, cet album. Celui d'avant était vraiment pas ouf. Et là, ils sont revenus là-dessus. Tu l'as redit enfin. Ouais, je le redis. Arrête. Je le redirai encore une fois. On va s'embrouiller, ça y est. J'ai beaucoup aimé cet épisode. Moi aussi. Ça me tenait à cœur de recevoir quelqu'un qui avait arrêté sa thèse. Et je m'attendais pas du tout à ce que t'en parles comme ça. Enfin, je pense que c'est aussi parce que ton sujet et ce que tu fais dans la vie s'y prête. Et voilà, donc du coup, je voulais te dire, j'avais vraiment apprécié ton intervention. Donc merci d'être venu. Ouais, mais pareil, moi, c'était dans la liste des choses que je voulais faire quand on a pris le podcast. Je me suis dit, ce serait intéressant de donner aussi la parole à ceux qui ont arrêté et pas aller voir comme le côté genre on parle que des gens qui réussissent. Je pense que on a autant à apprendre de quelqu'un qui a arrêté que de quelqu'un qui a réussi. Et je pense que c'est important de donner la parole à tout le monde et notamment aussi de pouvoir rappeler que t'as pas rien fait quand t'as arrêté une thèse. Ça reste pas aussi, grave. Alors déjà c'est pas grave, mais c'est aussi t'as pas rien fait. Genre t'as quand même apporté quelque chose, quoi. Et même si c'est que pour toi que t'as apporté quelque chose, t'as au moins apporté ça. C'est important. Voilà. C'est vrai que c'était très cool. Moi, je refais pas une reco, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent les suivent aussi. Mais sur Instagram, il y a beaucoup de comptes qui justement parlent aussi de ça. Il y a Bien dans ma thèse, Balance ta thèse. J'en oublie plein, je suis sûr. Je vais me faire tuer parce que du coup, on discute avec eux souvent. Il n'y a pas un autre Taisez-vous? Si, il y a un autre Taisez-vous, mais je suis pas sûr qu'ils parlent de. Non, faut pas les écouter. Il y en a pas mal qui se créent tous les jours. C'est important de se renseigner sur ceux qui arrivent, ceux qui en parlent. Il y a Thèse Care of You aussi. Très beau jeu de mots. Ah bah alors là, on adore. Moi je me régale. Enfin voilà, il y a plein de petits comptes comme ça à chercher. Si vous voulez, donc sur l'Instagram sur notre Instagram à Taisez-vous, on est abonné à eux. Donc fouillez dans nos abonnements. Il y a vraiment plein de comptes qui sont hyper intéressants et qui font du bien aussi à certains thésards qui sont un peu perdus. Tout ça. Donc voilà, on discute avec ces gens. On vous repartagera aussi tous ces comptes sur Discord pour ceux qui souhaiteraient pouvoir les récupérer. Car oui, nous avons un Discord qui normalement devrait être actif en novembre. Ah bah, il est un peu actif. Il est un peu actif. On est un peu tranquille pour l'instant. On prend nos pas doucement. Tranquille, ça va déjà, on finit notre saison 1. Donc voilà, on vous repartagera tout ça ici, on vous mettra les liens de ce dont on a parlé quelque part. C'est vrai qu'on n'a pas fait un truc pour les... Bah oui, parce qu'on n'a pas encore fait les recos. Donc, c'est ça, c'est voilà, pas encore arrivé. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à en parler, peut-être à des gens qui en auraient besoin aussi. Bah, je pense que là, les gens qui font des thèses, je pense qu'il faut qu'ils écoutent ce podcast. Enfin, cet épisode, pardon. Ouais, moi ça me paraît assez cool, c'est important. Même ceux qui ont, on va dire, dans leur famille, quelqu'un qui fait une thèse, c'est hyper difficile, je trouve, dans le cercle familial, de faire comprendre ce qu'est une thèse. Déjà, le sujet est compliqué, et après, ce qu'on vit dans une thèse aussi peut être un peu compliqué. Bon, bah, c'est un boulot, t'es étudiant, je comprends pas pourquoi c'est difficile, tu vois. Genre... Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup David d'être venu. Ah bah, avec plaisir, merci pour l'invitation. Pas de soucis. Bah, on se dit à bientôt. À bientôt. Allez, pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. Ciao.